Cette vidéo est en collaboration avec Aurus, l'assurance qui accompagne les professionnels au quotidien. Je vous en reparle un petit peu plus tard et je vous souhaite un très bon visionnage. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Promis, l'intro sera vraiment pas longue dans ma salle de bain, dans laquelle je vais vous parler de mon métier et surtout je vais vous parler des erreurs que j'ai pu faire en tant que freelance. Pour ceux qui ne savent pas, je suis freelance depuis 6 ans. Là, mars prochain, du coup, dans à peu près moins de 6 mois, il me semble, je vais fêter ma 7e année en tant qu'indépendante. Et du coup, des erreurs, j'en ai faites vraiment et je continue à en faire. J'en ai encore faites cette année. Et j'avais envie de me poser et de vous parler d'erreurs que j'ai pu faire, de conseils que je peux vous donner afin que vous puissiez appréhender tout ça. Et on va faire ça du coup dans le cadre de ma journée. Là on est le matin, je suis en train de terminer de me préparer et vous allez m'accompagner avec moi tout le long de la journée. J'espère que ça vous plaira. Du coup, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme j'ai dit dans l'intro, je suis freelance depuis 6 ans. J'ai commencé par une auto-entreprise. Il me semble que ce terme ne se dit plus maintenant, qu'on parle uniquement de micro-entreprise. Et j'ai décidé du coup de monétiser ma passion parce que ça a toujours été quelque chose que j'ai fait et assez naturellement c'est venu à moi. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a des vidéos complètement dédiées à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Mais en clair, j'ai commencé par la micro-entreprise et maintenant, depuis 2 ans, je suis en URL. Et mes activités vont regrouper autant l'illustration que la création de contenu. Justement, pour rebondir par rapport à ça, le premier conseil que je peux vous donner si vous souhaitez vous lancer, ça va vraiment être de vous renseigner par rapport à votre statut. Dans cette vidéo, je vais vous parler effectivement de mon expérience, mais cette vidéo va concerner n'importe quel type de freelance. C'est vraiment le fait de se lancer en tant que freelance, c'est pas se lancer dans l'illustration ou quoi que ce soit. Du coup, renseignez-vous au maximum par rapport à votre statut. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que avoir un statut, c'est pas uniquement avoir un numéro de ciré. Vraiment, si vous vous lancez surtout à temps plein, faut savoir que à partir du moment où tu es indépendant, tu perds énormément de droits. Par exemple, le droit au chômage, ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc c'est pas non plus anecdotique en fait de se lancer à temps plein. Faut savoir que pareil, vos revenus vont beaucoup baisser. Qu'est-ce que ça implique aussi fiscalement? Enfin, c'est vraiment beaucoup de questions, surtout dans ces statuts un peu hybrides comme les nôtres qui sont artistes. Je sais qu'il y a possibilité d'être artiste-auteur, il y a possibilité d'être auto-entrepreneur, il y a plutôt la possibilité sous un autre statut. Enfin, c'est hyper important vraiment de vous renseigner et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est vraiment de prendre conscience en fait des enjeux de votre statut. Plus vous vous renseignerez, mieux vous arriverez à appréhender en fait le fait d'être indépendant et ça vous permettra d'éviter des erreurs et ça vous permettra tout simplement de gérer votre activité avec beaucoup moins de stress. L'erreur la plus récente que j'ai pu faire, c'était lors de mon changement de statut récent. Comme j'ai dit, c'est tout simplement de ne pas m'être renseignée suffisamment. Je suis du coup en URL maintenant depuis 2 ans et j'étais consciente que les charges sont différentes, j'étais consciente que on paye beaucoup plus, que c'est pas du tout pareil en fait que dans la micro-entreprise, mais j'ai jamais pris conscience que c'était autant. Vraiment que en fait, tu payes énormément et que par exemple pendant ta première année, tu vas payer 2 années en une fois. Et tout ça, j'aurais pu y avoir accès si vraiment, je sais pas, j'avais suivi un séminaire, un webinaire au sujet de toutes ces questions. Mais je me suis dit, c'est bon, j'ai toutes les clés, vas-y, on ouvre mon statut. Alors qu'en fait, je n'étais pas suffisamment renseignée et aujourd'hui, vraiment, j'en subis un petit peu les conséquences. Ça fait maintenant plusieurs mois que je prends plus autant plaisir à être freelance comme ça a pu être le cas il y a quelques années parce que c'est devenu un cauchemar pour moi, tout ce que je dois payer en fait. Donc, je dis pas ça pour faire peur, je dis juste que plus tu te renseignes, mieux tu peux appréhender les choses. Le deuxième point qui, selon moi, est un point essentiel, ça va vraiment être de prendre conscience des charges qu'on a payées en tant qu'indépendant. C'est quelque chose vraiment que je vois hyper souvent sur les réseaux sociaux. Beaucoup trop de personnes qui tombent des nues chaque trimestre en mode « Waouh, faut payer 22% de charges à l'URSSAF » ou « Je m'attendais pas à payer autant en tant que freelance ». J'étais pareil pendant des années aussi, mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de ce qu'est être freelance. En fait, avant, lorsque vous étiez salarié, évidemment que c'était votre patron ou votre entreprise qui payait l'ensemble. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes freelance, vous êtes non pas seulement votre patron, mais vous êtes également votre entreprise et du coup votre propre salarié. Ce qui fait que toutes les charges en fait qu'avant vous pouviez ne pas voir
payé, on va dire, parce que effectivement on paye aussi des choses à travers son salaire. Du coup, dans le salariat, sont des choses que maintenant il faut que vous payiez vous en étant freelance. Et ça, c'est hyper important d'en prendre conscience bien avant de se lancer en fait. Déjà, renseignez-vous par rapport à votre statut. Par exemple, si vous êtes en micro-entreprise et que vous n'êtes pas assujetti à l'ACRE, il faut savoir que vous allez devoir payer 22% de charges, soit tous les trimestres, soit tous les mois, sur ce que vous allez gagner. Vous allez également devoir payer à chaque fin d'année la CFE, qui est la cotisation foncière des entreprises. C'est une charge qu'on paye chaque année et puis son montant va aussi dépendre en fait de là où vous vivez ou plutôt là où est domiciliée votre entreprise. Et ça, très souvent, on ne la prépare pas, alors que c'est toujours important d'avoir un peu d'argent de côté pour pouvoir la payer. Il y a également la mutuelle que vous allez devoir payer. Là où avant votre entreprise la payait pour vous, là ce sera à vous du coup de devoir la payer. Moi j'ai eu une mutuelle pendant très longtemps en France. Voilà, je ne l'ai pas mentionné avant, mais je vis en Allemagne, donc du coup il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer pour moi par rapport à ça. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, Aurus vont également lancer leur mutuelle, donc ça peut être intéressant d'avoir tous ces contrats au même endroit. Il y a également tout ce qui va être les congés et le chômage. Vous le savez peut-être pas, mais c'est fini les congés payés, c'est fini le chômage. Même si, je sais pas moi, vous faites 100 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, et malheureusement, vous n'avez plus le droit au chômage. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes. Pareil pour les congés payés, si vous voulez partir en vacances et être rémunéré, ça va être à vous de prendre ça en compte. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ? Tout cela va rentrer dans vos prestations. Donc c'est pour ça que par exemple, lorsqu'on va faire appel à un indépendant, on peut être très étonné de se dire, la personne, je sais que par exemple dans le milieu de l'art, du graphisme, le minimum recommandé par jour est de 250 €. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être effrayant. On va se dire c'est énorme et tout, mais en fait vous devez tout payer vous-même. Et si à la fin du mois vous voulez pouvoir vous sortir un SMIC, vous êtes obligé de pratiquer des tarifs comme ça. Il y a également tout ce qui va être les frais annexes qui selon moi sont obligatoires, à savoir du coup votre matériel, si par exemple vous avez un lieu de coworking, les transports, tous ces genres de choses qui avant pouvaient par exemple être pris en compte par votre boîte, mais également les assurances. Ça c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment, mais vraiment assurez-vous les copains. C'est là du coup que le partenaire de cette vidéo rentre en compte, à savoir Aurus. Si vous regardez cette vidéo YouTube, vous vous doutez très certainement qu'au quotidien, j'utilise mon ordinateur, mais ainsi que mon iPad. Et c'est vrai que si un de ces deux matériels venait à casser, ça serait hyper embêtant pour mon activité. Et c'est pour ça que je suis bien contente d'être assurée par rapport à ces problématiques. Je peux vous donner quelques exemples de situations dans lesquelles une assurance est primordiale. Par exemple, comme j'ai dit, vous cassez votre matériel lors d'une mission, ou au contraire, vous cassez le matériel d'un tiers. Je sais pas moi, vous vous déplacez chez votre client et vous renversez votre café sur son ordinateur. C'est des situations dans lesquelles une assurance peut venir vous épauler par rapport à ça. Mais également, dans nos métiers, ça peut être assez intéressant. Mettons qu'un client réutilise votre travail sans votre autorisation ou qu'un client ne souhaite pas payer. Dans tous ces cas, c'est intéressant d'avoir une assurance. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter Aurus. Aurus, c'est une assurance pour les professionnels qui d'ailleurs est super bien notée. Et j'ai appris du coup via cette collaboration que c'est l'assurance professionnelle la mieux notée sur Trustpilot, ce qui est vraiment très bien. C'est une assurance qui est sans engagement, il n'y a pas de frais cachés et sachez que même les petits sinistres peuvent être remboursés. Et en parlant de petits sinistres, je voulais juste rebondir sur les exemples que je vous ai donnés avant parce que ça peut porter à confusion. Il faut savoir que c'est la protection juridique qui peut nous aider en cas de client qui ne paye pas. C'est pas couvert directement par la responsabilité civile professionnelle et surtout c'est pas Aurus qui vont venir rembourser les frais lorsqu'un client ne paye pas, mais au contraire ils vont mettre en relation avec des juristes qui peuvent aider à la rédaction de mise en demeure. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur leur site internet et faire une simulation pour un devis et par la suite vous pouvez être appelé par un conseiller qui va vous épauler par rapport à ça. Je vais vite fait vous parler de mon expérience parce que du coup j'ai souscrit chez eux et je trouve ça toujours intéressant aussi de vous partager mon expérience par rapport à ça. Lorsque vous souscrivez chez eux, vous avez comme dans la plupart des assurances ce qu'on va appeler la responsabilité civile professionnelle, ce qui va assurer votre activité, mais également la protection juridique. Et ensuite vous avez des options que vous pouvez venir définir. Il y a différents types d'options, à savoir par exemple le fait
fait d'avoir une responsabilité civile d'exploitation. Ça va venir nous protéger en cas de dommages causés aux autres dans le cadre de notre activité. Admettons que vous voyez assez régulièrement des clients ou même que vous recevez des clients chez vous, et ben ça peut vous protéger dans ce genre de situation. Moi par exemple, je l'ai pas prise parce que je suis 100% remote. Vraiment dans le cadre de mon métier, je ne vois littéralement jamais des clients. Donc dans ce genre de cas, ça n'est pas intéressant pour moi. Par contre, ce que j'ai pris, c'est l'option TDMI qui va venir couvrir le matériel que j'utilise, et étant donné que toute mon activité est faite sur Internet, pour moi c'est hyper important d'avoir mon iPad et mon ordinateur. Et j'ai également demandé du coup, dans le cas où j'ai acheté mon ordinateur il y a quelques années, bien avant d'avoir souscrit à cette assurance, est-ce que ça le prend quand même en compte? Et du coup, ça prend quand même en compte les potentiels dommages qui pourraient arriver à mon ordinateur, même si mon ordinateur a maintenant 5 ans. Donc ça, c'est assez important à prendre en compte. Et si ça vous intéresse, au niveau de ma souscription, je paye à peu près 17 € par mois pour ces options, mais c'est bien de voir, selon vous, votre activité, ce dont vous avez besoin. Si jamais cela vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Vous avez 10% en venant de ma part. Et je les remercie encore d'avoir sponsorisé cette vidéo, et je vous laisse avec la suite. Ensuite, autre conseil que je pourrais donner par rapport aux charges, tout ce que j'ai mentionné avant sont selon moi des choses qui relèvent de l'obligatoire. Sur le papier, il n'y a pas d'obligation légale à avoir un taux journalier qui soit de 250 € par mois minimum ou ce genre de choses, mais c'est fortement conseillé, et moi je dirais que c'est même obligatoire pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir au moins avoir une entreprise qui soit viable. Mais là, je vais vous donner d'autres petits conseils que j'ai appris assez récemment et que j'ai envie de partager avec vous. Si vous avez la possibilité par la suite, moi ça a été mon cas au bout de ma 6e année en tant que freelance, n'hésitez pas à cotiser pour la retraite aussi. En tant qu'indépendant, malheureusement, on n'a pas le droit à une grande retraite. Vous me direz, dans le salariat non plus, mais encore moins en tant qu'indépendant. Du coup, si vous avez la possibilité de pouvoir cotiser à côté via un autre organisme, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à payer pour les choses que vous ne savez pas faire. Trop souvent, on se dit, tiens, je vais économiser de l'argent, je vais tout faire moi-même. Mais non, les copains, vraiment pas. Par exemple, moi, mon entreprise, j'ai plein de sources de revenus différentes. Je sais par exemple que du coup, j'ai des virements classiques qui sont faits sur mon compte bancaire, mais j'ai également des virements via PayPal, également par Stripe, et j'ai toutes les questions de TVA à payer, et toutes ces choses font que je ne sais pas gérer ma comptabilité, je ne sais pas faire un bilan. Donc pour ça, j'ai un comptable qui s'en occupe. Évidemment que j'aurais pu le faire moi-même, j'aurais pu regarder des formations sur Internet, mais j'aurais perdu tellement de temps et surtout j'aurais fait des erreurs, et j'ai pas envie que l'administration fiscale me tombe dessus parce que j'ai fait des erreurs. Et c'est pour ça en fait que je rémunère quelqu'un pour le faire. Pareil, j'ai quelqu'un qui m'assiste en fait sur toute la partie création de contenu, qui va s'occuper des tarifs, ce genre de choses, tout simplement parce que je n'ai jamais étudié l'influence, je ne sais pas comment fonctionne l'influence, je ne sais pas comment fonctionnent toutes ces questions de droit, toutes ces questions de tarification. Et pendant longtemps, je l'ai fait toute seule en fait. Et résultat, j'étais payée 10 fois moins que ce que je suis payée à l'heure actuelle. Donc oui, très souvent, on se dit, tiens, je vais tout faire par moi-même, ça me fait économiser de l'argent. Mais c'est pas forcément vrai en fait. Tout le temps que vous allez passer à faire des erreurs, à vous renseigner par rapport à ces thématiques, et du temps, que vous pouvez économiser à travailler, et du coup vous pouvez gagner de l'argent pendant ce temps. Moi, du fait de ne pas faire de comptabilité, ça me permet de par exemple faire des vidéos sur Internet et potentiellement d'être repérée pour des partenariats, ce genre de choses, ou de la même façon pour l'illustration, pouvoir bosser sur mon portfolio. Donc vraiment, n'hésitez pas, alors je dis pas que c'est obligatoire, mais assez tôt même dans votre activité, de vous dire, tiens, il y a des choses que je sais pas faire, et là vous allez très certainement me dire, waouh Louisa, ça fait vraiment beaucoup de choses à payer, comment est-ce qu'on fait si on n'y arrive pas? Je vous en parle de suite, mais d'abord, écoutez, il fait vraiment trop sombre dans cette maison. Je vais mettre un petit chapeau, je vais mettre mes chaussures et on va aller se promener dehors. Si vous ne me suivez pas, peut-être que vous ne savez pas, mais j'habite à l'étranger et j'habite plus spécifiquement à Berlin. Et en vrai, je pense qu'il m'aurait fallu aussi une vidéo sur tous les conseils
quand tu déménages à l'étranger et que tu as une boîte en France. Mais ça, j'en parlerai peut-être par la suite aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je vais continuer du coup avec un autre conseil qui est du coup le numéro 3 qui va être les finances. Comme j'ai posé la question juste avant, comment est-ce qu'on fait du coup si on n'a pas les finances? C'est-à-dire que si on réalise en fait qu'on n'a pas les moyens de payer un prestataire externe pour faire les choses qu'on sait pas faire, pour payer les charges, pour payer l'assurance, pour payer toutes ces choses. Du coup, il y a deux options. Soit peut-être que être freelance, c'est pas fait pour vous. Et ça, je le dis vraiment en fait. Être freelance, c'est pas fait pour tout le monde et c'est pas une finalité en soi. Je sais qu'on est quand même dans un modèle où on a tendance à mettre en avant l'auto-entrepreneuriat, le fait de monter sa boîte. Et en fait, c'est complètement ok de rester dans le salariat toute sa vie. Et même au contraire, rester dans le salariat, ça va vraiment vous apporter des choses dont le fait d'être auto-entrepreneur, ça vous apportera pas. Et notamment certaines sécurités. Donc ouais, il se peut peut-être qu'être freelance, c'est pas fait pour vous. Et je dis pas ça pour vous décourager. Il existe quand même des options. La première option, c'est peut-être d'avoir un mi-temps. Donc le fait d'avoir une rentrée d'argent qui reste régulière et le fait de rester quand même dans un système qui va potentiellement nous apporter des avantages là où l'auto-entrepreneuriat ne va peut-être pas nous les apporter. Il y a également le fait d'avoir accès à des aides. Moi, pendant ma première année, j'ai été épaulée par l'État et notamment par Pôle emploi, ce qui signifie que j'ai eu l'ACRE. En fait, étant donné que j'avais travaillé avant dans des structures plus conventionnelles en tant qu'intérimaire, j'ai eu droit du coup de toucher le chômage et ça pendant 1 an et demi pendant la création de ma boîte. Du coup, pendant 1 an et demi, j'ai eu un salaire tous les mois et ça m'a permis du coup de lancer ma boîte et très honnêtement, sans ça, j'aurais pas réussi. Il y a aussi le fait d'avoir tout simplement sa famille qui puisse vous aider. Donc ça, c'est hyper important, voilà, d'être accompagné si vous avez la possibilité. Sinon, il y a d'autres choses qui existent. Il y a par exemple le RSA, il y a aussi des artistes qui sont sous le RSA. En tout cas, il y a des possibilités qui sont possibles en France et n'hésitez pas à les envisager parce que en fait, se lancer, ça prend du temps et au début, on gagne pas forcément de l'argent. Et ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit par rapport à ça. Une des plus grosses erreurs récentes que j'ai pu faire, ça a été vraiment le fait de ne pas avoir mis à jour mes finances et en fait ne jamais avoir su concrètement combien est-ce que je gagnais tous les mois et surtout combien est-ce que je dépensais. Et depuis que j'ai vraiment mis à jour en fait tout ce que je dépense par mois, ça m'aide vraiment et ça me permet de savoir quel est le minimum de chiffre d'affaires que j'ai à faire par mois. Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. Un autre conseil que je peux vous donner, ça va être de prévoir un plan B. C'est quelque chose d'assez récent que j'ai envisagé pour moi-même. J'ai jamais pensé en fait vraiment à de plan B parce que je me suis dit que dans tous les cas ça va fonctionner. Et c'est vrai que si vous êtes positif et que vous mettez en place tout ce qu'il y a à mettre en place et que vous avez, je sais pas moi par exemple, un bon business plan ou je sais pas, genre que les choses fonctionnent bien pour vous, sur le papier effectivement tout peut très bien fonctionner, mais c'est toujours intéressant d'avoir un plan B juste au cas où, parce qu'il peut y avoir plein de choses dans la vie. La différence d'un modèle plus classique où par exemple si tu es malade, tu peux être congédié pendant quelques temps puis après revenir dans ta boîte. C'est vrai que quand tu es freelance, si ça va pas d'un point de vue santé, d'un point de vue santé mentale également, malheureusement ta boîte peut ne pas suivre derrière. Et en fait, pour plein de raisons, il se peut que ça marche pas, il se peut qu'il faut prévoir quelque chose d'autre. Et je pense que c'est primordial d'avoir un plan B, comme ça te permet de travailler, de pas te sentir stressé et de savoir que si jamais ça fonctionne pas, tu as quand même cette possibilité. Moi, c'est quelque chose que j'ai envisagé vraiment très récemment. C'est vraiment bruyant en fait de filmer dehors, je sais pas si c'était une bonne idée au final. Excusez-moi, c'est quelque chose que j'ai envisagé vraiment très récemment et maintenant ça me permet vraiment d'aborder ce statut de façon beaucoup plus sereine en me disant que le jour où ça fonctionnera plus, j'ai une autre option et cette option pour le moment je la garde dans ma tête. Je vous conseillerais d'avoir un état d'esprit d'entrepreneur. Ce que j'entends par là, c'est d'avoir confiance en vous et de croire tout simplement en vos prestations. Alors évidemment, ça prend du temps, surtout au début, on va faire beaucoup d'erreurs, donc ça va peut-être remettre en question notre foi en nous-mêmes et tout simplement, on peut ne pas croire parfois en l'entreprise, en tout ce qu'on est en train de mettre en place, mais d'un point de vue général, il faut quand même que vous croyez en vous. En fait, vous êtes légitime à faire ce métier. Si des gens vous contactent pour travailler avec vous, c'est tout simplement parce que vous êtes légitime à facturer vos prestations, vos services, vos biens, j'en sais trop rien.
Des fois, je vois beaucoup de gens qui, effectivement, dès qu'ils sont contactés, se disent « Bah tiens, pourquoi moi ? Non, mais c'est beaucoup trop cher, et puis ci et ça. » En fait, vraiment, j'exagère pas, mais si à chaque fois que vous êtes contacté, cela vous met dans un mauvais état d'esprit, vous êtes en panique, dans ce cas-là, n'envisagez pas de monétiser une de vos passions. Je dis ça sérieusement parce que lorsqu'on se lance en tant que freelance, on a envie de gagner de l'argent et l'argent n'est pas tabou. Et il va falloir du coup voir des clients, il va falloir discuter avec des gens, il va falloir accepter en fait que des gens vous contactent. Donc si c'est une chose avec laquelle vous avez du mal, peut-être que ça vaut mieux juste de garder une passion à côté et de ne pas la monétiser. Yes, même endroit, mais pas la même tenue, ni le même maquillage, ni la même heure, ni le même jour. J'aurais adoré tourner cette vidéo en une fois. Je pensais vraiment que j'allais faire une journée avec moi où je vous donne des conseils. Mais j'ai eu des petits imprévus qui ont fait que j'ai pas du tout réussi à filmer dans l'atelier. Donc du coup, on se retrouve un autre jour où je vais filmer. Je vais continuer cette petite vidéo. Du coup, conseil numéro 6, faire des erreurs. Je pense vraiment une des choses que j'ai le plus appris dans cette aventure d'auto-entrepreneuriat, c'est le fait en fait qu'on va éternellement faire des erreurs. Des fois, c'est hyper frustrant parce qu'on aimerait que les choses fonctionnent sans cesse et que on aimerait peut-être passer par d'autres voies d'apprentissage que en faisant des erreurs. Mais la réalité, c'est que vous allez faire beaucoup d'erreurs et c'est grâce à ça que vous allez réussir à apprendre des choses. Donc vraiment, un conseil que je peux vous donner si vous vous lancez dans ce statut, dans cette configuration de vie, c'est de vous dire ok, je vais me lancer là-dedans et je vais faire des erreurs. Il y aura des jours où j'aurai des coups de blues, il y aura des jours où je me sentirai démotivée. Et c'est grâce à ça qu'on peut apprendre et on peut s'améliorer. Les erreurs les plus communes que vous risquez de faire et qu'on fait tous encore, ça va être tout d'abord se sous-facturer. Ça arrive tout le temps, c'est hyper dur, je trouve, surtout au début, de savoir combien de temps on peut bosser sur un projet. Moi, ça m'arrive toujours encore, même 6 ans après. Des fois, il y a des projets, je me dis, bah tiens, en 2 jours, ça va être fait. Pas du tout, ça a été fait en 1 semaine et du coup, malheureusement, j'ai sous-facturé ma prestation, mais ça fait partie du jeu. Les clients qui payent pas, malheureusement, la première fois que ça arrive, vous allez voir que vous allez avoir des bonnes conditions générales de vente et vous allez vraiment avoir des conditions que vous allez mettre en place pour les prochaines fois. Ça arrive à tout le monde, c'est jamais fun. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Horus a également une protection juridique. Si jamais ça vous intéresse, si ça vous fait un petit peu peur de remplir des documents, Horus ont des juristes qui sont disponibles pour ça et auxquels vous pouvez faire appel dans des situations comme ça. Mais j'espère du fond du cœur que ça vous arrivera jamais. Autre conseil aussi que je voulais vous partager, c'est le fait de trop se focaliser sur le virtuel. Pour moi, je pense vraiment que c'est une erreur et je pense que c'est hyper important aussi d'être connecté à la vie réelle et de voir ce qui peut se faire. C'est trop bien d'être sur Internet et surtout dans des milieux comme les nôtres qui sont quand même des milieux relativement solitaires. Je pense que c'est essentiel d'avoir une présence sur Internet, discuter avec des gens via Internet, avoir des sortes de collègues virtuels. Mais si vous le pouvez, surtout dans le milieu d'illustration, n'hésitez pas à faire des marchés, n'hésitez pas à faire des rencontres créatives. Moi, c'est quelque chose que je devrais faire beaucoup plus, mais quelques fois, j'étais dans des endroits où je vendais, par exemple, mes illustrations. Je trouve ça tellement riche comme expérience. Donc vraiment, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à sortir de chez vous et voir ce qui peut se faire. Serait-ce aussi pour networker et rencontrer d'autres personnes. À nouveau, un conseil qui va peut-être faire peur à certains d'entre vous. Je sais que j'ai un discours peut-être un peu négatif depuis le début, mais j'ai pas non plus envie de vous idéaliser ce milieu parce que pour moi, c'est primordial que vous preniez conscience de tous les enjeux en fait et surtout pour pas avoir des mauvaises surprises parce que certaines mauvaises surprises peuvent carrément décourager. On se dit bah tiens, je vais reprendre un boulot classique alors que si on s'y prépare à l'avance, on peut vraiment appréhender ça et puis on peut continuer dans cette voie qui est une voie qui est vraiment très chouette. Moi, je suis trop contente d'être freelance. Mais du coup, ce conseil, ça serait de prendre en compte dans sa pratique les inconvénients qui sont liés à ce statut. Comme je disais avant, c'est quand même un statut qui a beaucoup d'inconvénients. Il y a énormément de choses en dehors des charges que j'ai mentionnées avant. Il y a également la solitude. Personnellement, j'ai pas de collègues en fait dans mon activité. Il y a le fait, par exemple, de jamais avoir de vraies vacances. Déjà, le fait de pas avoir des congés payés, ça te limite quand même sacrément tes vacances. Et soit vous avez la chance et vous avez un business qui fonctionne bien et vous pouvez vous permettre de dire non en fait à des opportunités qui viennent. Soit malheureusement, c'est pas le cas et
dans ce genre de situation, même si vous mettez en pause, vous ne serez jamais complètement déconnecté parce que si par exemple pendant vos vacances, on vous contacte pour du boulot, vous n'allez pas dire non parce que financièrement, on ne peut pas se permettre de refuser de l'argent. Donc ouais, on n'est jamais en pause et on travaille éternellement, même si ce n'est pas non plus du travail intensif pendant ces périodes. Il faut savoir que c'est très compliqué en fait de pouvoir se poser, à part si financièrement on peut le faire. Je pense qu'il y a aussi le fait de savoir qu'il n'y a pas de sécurité financière dans ce milieu. Alors il y a des gens pour qui ça marche vraiment très bien, loin de moi l'idée de dire qu'on est tous dans le même panier, mais c'est une réalité quand même qu'on peut avoir des mois où on va toucher 250 € et le mois suivant tu vas toucher 4000 €, puis après tu n'auras rien pendant quelques mois, puis après tu auras une énorme somme. Ceci est un statut qui peut te fermer à certains projets de vie, par exemple être propriétaire. C'est horrible hein, mais c'est très compliqué par exemple d'être propriétaire si tu es freelance. Je dis pas que c'est impossible, hein, loin de là. Il y a plein de gens qui le sont aussi, mais je pense que c'est quand même important de prendre en compte que le processus ne sera pas le même que par exemple une personne qui a un CDI. Être locataire pareil, moi je sais par expérience que toutes les fois où j'ai réussi à être locataire, c'est parce que j'étais dans une relation avec quelqu'un qui avait un CDI et parce que ça fait peur en fait, ça fait peur aux propriétaires d'avoir un freelance. Et donc du coup tout dans la vie est un petit peu plus compliqué dès qu'il s'agit de l'administratif et ça il faut quand même en prendre et ça c'est quand même très important de le prendre en compte. Là je vais vous parler d'autres conseils par rapport aux réseaux sociaux. Un truc que j'ai beaucoup appris sur alors ça concerne vraiment un peu plus illustration, mais sur les derniers mois voire dernières années, c'est vraiment le fameux less is more. Genre vous n'avez pas besoin de faire un réel par jour, publier sans cesse des illustrations, faire tout ce genre de choses, surtout dans le milieu de l'illustration, c'est pas nécessaire. Vraiment publier de la qualité plutôt que de la quantité. Vraiment dans ce milieu c'est ce qui est de plus important. Et je terminerai par le dernier conseil qui est tout simplement le fait qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est très dur et je travaille encore dessus, surtout dans la création de contenu. Mais lorsque tu vas créer ta boîte et lorsque tu vas te lancer, sache que tes offres elles vont peut-être pas satisfaire tout le monde, que je sais pas si comme moi par exemple tu fais du contenu sur internet, tu vas pas plaire à tout le monde. C'est pas simple, c'est aussi une question d'ego à mettre de côté et puis on est tous un peu inégaux par rapport à ça. Mais à partir du moment où tu as compris que tu vas potentiellement plaire uniquement à une cible précise et c'est cette cible qui te permettra de vivre de ta passion, tu pourras être beaucoup plus serein par rapport à ça. Donc voilà quelques erreurs et quelques conseils que j'ai envie de partager avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez d'autres. C'est toujours super chouette de pouvoir partager parce que c'est quand même un statut qui est trop chouette. Je voulais quand même préciser que malgré tout ce que j'ai pu dire, à savoir tous les frais et l'insécurité que peut générer ce statut, je suis super heureuse de travailler dans cette configuration. Vraiment, je ne m'imagine pas à l'heure actuelle sous une autre configuration de vie parce que c'est trop chouette pour moi d'être indépendante. Vraiment, je peux modeler mes journées comme je souhaite et ça honnêtement, ça n'a pas de prix. Décider en fait de ce que je veux faire, de ce que je peux faire. Honnêtement, c'est un vrai bonheur et pour rien au monde, j'échangerai cette liberté, du moins pour le moment.